Donc bienvenue à ce rendez-vous, pro, du 1er juin, qui est donc aujourd'hui consacré à la présentation d'Arca Sud, donc dispositif dédié, au champ de l'addiction. Et je vais donc sans plus attendre donner la parole à Anne-Gaëlle Péraïs, qui nous présentera donc la structure. Nous vous invitons en parallèle quand même à, poser toutes vos questions via le chat. On prendra, un temps dédié, à chaque fois pour y répondre. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser, toutes vos questions. Et merci Anne-Gaëlle. Bonjour à tous, merci à toi Barbara, merci à Paul pour ces rendez-vous pro. Donc moi je suis la responsable d'Arca Sud dans les Bouches-du-Rhône. Donc Arca Sud est une association régionale organisée en équipe départementale. Sur les Bouches-du-Rhône, il y avait Avanticad 13 que vous connaissez peut-être. Dans le Vaucluse, il y avait Resat 84 que vous connaissez peut-être. Donc ces deux structures ont fusionné avec les Alpes-Maritimes Addiction 06 pour devenir Arca Sud et donc s'organiser désormais en équipe dans chaque département de la région PACA. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter Arca Sud, qui est une plateforme de coordination et d'appui à la pratique professionnelle. Vous n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure que j'avance. Comme ça, on échange et on discute un peu tous ensemble. Donc, un numéro de téléphone unique, une adresse mail unique pour nous contacter. Hop, ça va. Pardon. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est un dispositif pour une prise en charge globale et coordonnée des conduites addictives. Donc, deux missions. Une première mission qui est l'appui à la pratique des professionnels. Donc, tout professionnel, quel que soit son champ d'expertise ou son champ de développement, peut nous interpeller pour nous demander une information, de la formation, une orientation ou un soutien dans sa pratique. J'ai mon patient qui présente j'ai mon patient, j'ai mon usager, mon bénéficiaire, peu importe, qui présente telle conduite addictive, telle problématique. Je ne sais pas comment en parler, je ne sais pas comment l'aborder, je ne connais pas les risques, etc. Je ne sais pas quelle thérapeutique prescrire. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous interpeller. Sur un deuxième axe, c'est donc une structure de coordination des parcours de soins, où on est là pour mettre en œuvre le projet personnel de santé de l'usager, qui ne sera pas forcément l'arrêt de la consommation. On va travailler dans une logique de réduction des risques. On va travailler sur l'accès aux soins en mobilisant et en accompagnant l'ensemble des professionnels qui interviennent, donc la constitution des équipes de soins. Sur l'adhésion aux soins qu'on va proposer, donc on va faire de l'intermédiation entre le patient et son équipe de soins. On va bien sûr éviter les doublons de prise en charge et les ruptures de prise en charge qu'on va essayer de prévenir. On a des petits outils pour ça que je vous présenterai à la fin. Donc un dispositif, je vous disais, pour informer. Informer sur quoi? Informer sur un contexte de consommation, sur les produits, sur les modalités d'usage. On a souvent des professionnels qui ne font pas la différence, par exemple, entre le crack et la cocaïne, qui ne savent pas si le produit est injecté, s'il est fumé. Donc tout ça, ce n'est pas les mêmes risques qui sont pris. Ce ne seront pas les mêmes modalités d'accompagnement non plus. On peut vous proposer des recherches bibliographiques, puisqu'on a une documentaliste qui travaille à Arca Sud et qui fait tout un travail de recherche biblio, justement, qu'elle vous met en disposition. Donc, elle crée des dossiers doc thématiques qu'elle vous met à disposition si vous avez une question particulière en addicto. On est là pour diffuser des bonnes pratiques, donc avec une newsletter bimensuelle que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, sur le site arcasud.fr, c'est un des premiers boutons sur lesquels vous cliquez pour vous inscrire. Dans cette newsletter, l'actu locale, les dernières infos de prise en charge, de réduction des risques et des dommages, de prévention, d'observation, de politique publique. Il y a un agenda sur tout ce qui se passe dans le département, entre les manifestations locales des partenaires, les formations qu'organise Arca Sud. Et puis, on promeut également les offres d'emploi dans le secteur de la santé mentale et de l'addicto. On organise des formations et des sensibilisations. Donc là, en ce moment, on a tout un catalogue de formations sur l'entretien motivationnel, le repérage précoce et l'intervention brève RPIB et la prescription des traitements de substitution nicotinique, dont les formations sont prises en charge par l'ARS. Donc on les organise, j'ai envie de dire, à tour de bras. N'hésitez pas à vous inscrire, elles sont gratuites pour les professionnels. Ce sont des demi-journées de formation. Alors pour l'entretien motivationnel, c'est 2 jours. Mais RPIB, repérage précoce, intervention brève et prescription des traitements de substitution nicotinique, ce sont des demi-journées. Donc on les organise sur le territoire, vous pouvez vous inscrire. Et si votre structure est particulièrement demandeuse de ces formations, on peut les organiser spécifiquement pour vous aussi, c'est entièrement gratuit.
entièrement pris en charge par l'ARS. Et puis, on met à disposition éventuellement les brochures de prévention sur le champ de la dictologie des thématiques connexes, hein, tout ce qui est santé sexuelle, psychiatrie, infectio pour VIH, VHB, VHC, etc. Est-ce que vous avez des questions? Je A continue. priori, sur le chat, en tout cas, pas pour le moment. Mais peut-être moi, une toute petite question concernant les modalités pratiques. Est-ce que c'est de la visio, les formations, ou est-ce que c'est du présentiel? On fait les Voilà. deux. D'accord. Donc, on fait les deux. Donc, RPIB, notamment, on l'organise beaucoup en visio et ça fonctionne bien. Mais après, on aime bien aussi les organiser en présentiel. Donc, c'est vraiment en fonction des stagiaires, enfin des requérants, hein, de la formation. On organise ce qui est le plus optimal. On fait les deux. Ok, merci. Donc, comme je vous disais, donc Arca Sud, on met en ligne sur notre site internet ressources des dossiers thématiques. Donc, vous pouvez faire, vous, une demande particulière de dossier ou vous pouvez aller voir ce qu'a déjà préparé ma collègue. Donc, on les fait par produit. Donc là, je vous ai mis alcool, cannabis, etc. Mais on les fait aussi par public spécifique. Donc, la spécificité des consommations chez les femmes, la spécificité chez les migrants, chez les personnes handicapées, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous disais que c'est aussi un dispositif pour orienter. Donc, nous, on se base sur le diagnostic situationnel qui est rapporté par le professionnel ou l'usager. C'est-à-dire que on nous interpelle, on va faire une évaluation et en fonction des besoins qui sont repérés, on va vous orienter vers les dispositifs de prise en charge les plus adaptés. Donc, soit les structures de type XAPA pour ceux qui connaissent, CARUT, CMP, groupe d'entraide, etc. Mais aussi et surtout vers des professionnels libéraux. Donc, le travail d'Arca Sud, c'est pas d'alimenter les files actives en XAPA. On va travailler avec eux. On est partenaire des structures spécialisées en addicto, mais nous, on va surtout coordonner des parcours en médecine de ville avec des professionnels non spécialisés en addictologie qu'on va faire monter en compétences ou qui vont accompagner le patient sur des problématiques très spécifiques au-delà de la consommation. Sur l'appui à la pratique professionnelle, bien évidemment, l'information médicale, puisqu'on a dans l'équipe, alors pas encore, mais incessamment sous peu, un médecin référent qu'on peut solliciter donc sur des contre-indications médicamenteuses, sur des protocoles thérapeutiques, des règles de prescription, etc., etc. On fait beaucoup d'études de cas, donc individuelles ou collectives. Les études de cas, donc soit vous nous appelez, vous nous dites, je suis confrontée à telle situation, j'ai besoin d'un éclairage. On peut également se déplacer dans les structures. Si vous avez 2, 3, 4 situations qui bloquent un peu l'accompagnement que vous proposez, on peut se déplacer pour organiser ce qu'on appelle une réunion de concertation pluriprofessionnelle, où là, ce sont mes collègues qui viennent dans la structure et on va analyser avec vous chaque situation et voir comment les situations peuvent être justement orientées ou travaillées. Alors souvent, ce sont des situations qui sont bloquantes, bloquées, et on voit comment on peut déverrouiller justement l'accompagnement qui est proposé pour que le parcours de santé puisse se poursuivre. Les situations, elles sont bien sûr anonymisées, hein. Donc l'information, je vous en ai parlé sur les dossiers documentaires, et puis bien sûr, on organise régulièrement des groupes de travail, des collectifs partenariaux, etc., etc. On va prévenir comme je vous disais tout à l'heure, donc on coordonne les parcours de santé des usagers et on a donc à la fois sur l'accès aux soins, l'adhésion aux soins et sur la prévention des ruptures de parcours. Donc nous, on prône la continuité des parcours. Donc on sait qu'un des facteurs de rupture des parcours de santé en addictologie, c'est les ruptures de droit. Donc, on vous propose notamment pour les patients qui perdent leur C2S ou qui sont en transition d'une AME vers une C2S, etc., etc. Ou des patients, il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un qui faisait que de l'intérim et qui, à chaque changement de poste, perdait sa mutuelle. Nous, on va prendre en charge le coût des traitements addicto et psychiatrie directement auprès de la pharmacie. On va avoir, donc dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. La seule chose que nous, on demande, c'est que le patient il soit en lien avec un travailleur social pour améliorer la situation sociale et justement avoir son dossier d'AME qui se débloque, etc. On prend également en charge des traitements qui sont non remboursés
par l'assurance maladie. Je pense aux vitaminothérapie B1, B6 pour le cas des patients alcoolodépendants. Également, certains protocoles, par exemple des protocoles N-acétylcystéine, c'est le mucomyste qu'on utilise parfois dans la gestion de l'arrêt de la cocaïne. Donc, si c'est prescrit hors AMM, ça, nous, on va le prendre en charge directement auprès de la pharmacie. Donc, pour vous, c'est extrêmement simple. C'est un appel auprès d'Arca Sud. Vous nous transmettez les coordonnées du patient, la pharmacie du patient. On se met directement en lien avec la pharmacie et le patient n'a rien à régler. C'est la pharmacie qui nous envoie la facture et ce, jusqu'à ce que le patient récupère ses droits. Il n'y a pas de limite de temps. Par contre, si le patient n'a plus de droits, par exemple, et ne va pas à ses rendez-vous avec le travailleur social, il y a un moment où on arrêtera la prise en charge. Le but, c'est de soutenir ou d'éviter une rupture de parcours, mais pas de payer ad vitam aeternam des démarches. Une Oui, question, Anne-Gaëlle. oui, Tu disais que c'était dans le cas où, par exemple, une personne était en transition entre AME et C2S, par exemple. Est-ce ouais, que des patients qui sont dans l'attente d'une AME peuvent bien également... sûr. D'accord. Oui, oui, bien sûr. À partir du moment où la personne, elle ne peut pas, quelle que soit la situation, là, je vous ai listé les cas de figure qu'on maîtrise et qu'on connaît le plus souvent, mais Mm. quelle que soit la situation qui fait que la personne ne peut pas accéder à son traitement parce qu'il y a un reste à charge, nous, on le Mhm. prendra en charge. Ok, super. Merci. On propose également la prise en charge de séances avec un psychologue libéral. Donc, c'est maximum 6 séances et c'est au cas par cas. On articule cet accès au psychologue libéral avec le dispositif Mon soutien psy que vous connaissez peut-être. Donc, sur le dispositif Mon soutien psy, c'est 12 séances par année civile. Nous, on va proposer maximum 6 séances, donc soit en complémentarité avec le dispositif. Donc, si les 12 séances sont terminées et que le patient en ressent encore le besoin, on remet 6 séances. Alors, c'est pas une prise en charge psychothérapeutique, c'est vraiment un accès aux soins. Nous, on fait ça dans quel cas? C'est dans les cas où l'orientation vers un dispositif spécialisé est longue. On le sait, alors, sur le département, il y a des délais de prise en charge spécialisés qui sont plus ou moins longs. En XAPA, dans certaines structures, notamment à Marseille, on a plus de 4 mois de délai. Donc, ces séances avec les psychologues libéraux vont permettre de maintenir la fenêtre motivationnelle ouverte le temps que le patient soit pris en charge dans un dispositif spécialisé, XAPA, CMP, hospitalisation. Également pour des patients qui nous disent, mais moi j'ai déjà essayé la psychologie, ça me va pas, j'y arrive pas, c'est pas bien, etc. On leur dit, bah, écoutez, si vous avez les moyens de financer une fois que le forfait est terminé, on essaye avec les psychologues du réseau. Et si ça se passe bien, vous continuez à votre charge. Et en général, ça match. Donc ça, ça permet de mettre un pied à l'étrier dans le soin psychologique du patient. Également en sortie d'hospitalisation, puisqu'on le sait, c'est pas facile hein, de sortir d'hospitalisation, de retrouver son quotidien sans la consommation, sans le comportement addictif qui permettait de tenir auparavant. Donc là, ça peut nécessiter effectivement un soutien psychologique pour revivre ce nouveau quotidien. Et puis également sur des parcours de vie, c'est-à-dire des patients qui ont des consommations stabilisées ou qui maintiennent l'abstinence de leur consommation. Il y a un événement, une perte d'emploi, une rupture, peu importe. Dans ce cas-là, on va remettre des séances de psychologie libérale pour surmonter l'événement et passer un peu le moment difficile. Donc les psychologues, on conventionne avec eux, ils font partie de notre réseau. Et l'idée, c'est vraiment de construire un parcours personnalisé de soins. Voilà ce que j'avais à vous dire un peu. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais je l'ai pas mis là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On propose également des séances avec des diététiciens libéraux. Donc, pareil, c'est maximum 4 séances, mais ça permet aux patients de revenir, en fait, d'abord de revenir au corps, de réinscrire l'alimentation dans le quotidien. C'est très intéressant pour des patients qui envisagent un sevrage tabagique, mais qui ont très peur de la prise de poids ou des patients alcoolodépendants pour lesquels l'alimentation, ça passe en dernier, soit parce que le soir, la fatigue et l'ivresse ne permettent pas de faire un repas complet, etc. Donc là, le diététicien va venir remettre un peu euh, un souci autour de l'hygiène alimentaire, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi.
Voilà sur les outils qu'on vous propose. Bah, du coup, je vous écoute si vous avez des questions, si vous avez des partenariats en tête, si vous avez des situations que vous voulez évoquer, n'hésitez pas. Merci Anne-Gaëlle pour cette présentation. Pour le moment, le chat est assez silencieux. Donc n'hésitez pas là aussi si c'est plus simple pour vous à directement prendre la parole. Voilà, on pourra y répondre spontanément. Peut-être en attendant qu'une situation concrète vous vienne à l'esprit ou une question voilà, pratico-pratique. Peut-être, Anne-Gaëlle, voilà, si tu pouvais aborder la manière dont vous pouvez traiter la question de l'adhésion aux soins, parce que c'est souvent Mm, ce qui peut nous mettre en difficulté quand on accompagne des personnes. Donc voilà, comment est-ce que vous, en termes d'appui aux professionnels, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer pour les professionnels qui accompagnent tout public en lien avec mm. la consommation? Est-ce que vous-même, vous pouvez agir sur cette adhésion, sur comment travailler l'adhésion aux soins? Voilà, comment est-ce que ça se passe? Ouais. Alors, on ne fait pas de miracle. Mm. On n'a pas une recette magique, on n'a pas une. Il y a pas de miracle. Ce qui est nécessaire en premier lieu, c'est quand même la motivation du patient, sa motivation extrinsèque et intrinsèque, c'est-à-dire ce qu'il fait pour lui et ce qu'il va faire pour remédier à son environnement avec sa consommation. Il y a des patients qui sont en refus de soins addictologiques. Et ça, malheureusement, la seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner dans ce cas-là les équipes de soins à trouver une place dans cette situation pour qu'ils arrivent à continuer, maintenir leur accompagnement. Je pense aux IDEL, je pense aux services d'aide à domicile, je pense aux travailleurs sociaux, même aux médecins généralistes, hein, où tout le monde se dit, mais s'il arrêtait la consommation, ça irait quand même beaucoup mieux. Sauf que la personne n'est pas du tout dans cette optique-là. Et nous, on va pouvoir accompagner le professionnel à continuer son action, à continuer son accompagnement malgré la consommation. Donc ça, on va pouvoir donner des éléments de posture, des éléments de compréhension. On fait ce que j'appelle de l'empowerment pour les professionnels, donc retrouver du sens dans l'accompagnement, sans s'épuiser non plus, hein. Mais voilà. Et après, sur des patients qui sont compliants aux soins addictologiques, qui en font la demande, une fois qu'on a travaillé l'accès aux soins, qu'on a constitué l'équipe de soins, le patient, enfin, sur ce qu'on appelle l'adhésion aux soins, ça va être toutes les contradictions entre le projet personnel de l'usager, que l'usager lui-même ne va pas forcément verbaliser, ne va pas forcément intellectualiser, qui va se confronter au projet de santé des soignants. Nous, on a beaucoup de soignants qui pense que aller rentrer dans du soin addictologique, c'est aller vers l'abstinence, avec des temporalités qui ne sont pas du tout les mêmes, parce que même si le patient, c'est son souhait également d'aller vers l'abstinence, peut-être que sa temporalité, il va prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans. Et ça, le soignant, là-dedans, il a l'impression de s'épuiser et de se dire, mais le patient n'y va pas. Donc, nous, on va faire de l'intermédiation entre le professionnel de santé et l'usager, d'abord pour éviter les incompréhensions et faire en sorte que l'équipe de soins se maintienne autour du patient. Et après, avec le patient, on va faire beaucoup d'entretiens motivationnels. Il faut savoir quand même que la consommation, elle modifie énormément la santé mentale des usagers. Donc, on va avoir des patients qui vont être dans des états d'anédonie. Alors, l'anédonie, c'est l'absence de plaisir. C'est différent de la dépression. Je pense aux consommateurs de cocaïne, par exemple, qui ne prennent de plaisir à rien, etc. Donc, on a l'impression qu'ils sont réticents à tout, que rien ne peut aller. On les met sous antidépresseurs, mais il n'y a rien qui s'améliore puisque c'est vraiment l'absence de dopamine dans le cerveau et pas l'absence de sérotonine. Et donc, du coup, nous, on va travailler sur l'entretien motivationnel à essayer de retrouver des éléments de motivation pour que le patient se maintienne dans le soin addicto. Et ça, c'est un travail que mes collègues font par téléphone essentiellement auprès du patient. Mais Euh, sur un patient qui refait, qui ne fait pas de demande de soins addictos, malheureusement,
y aura rien à faire à part travailler sur sa motivation, sur ses éléments de motivation intrinsèques et extrinsèques, mais bien souvent, Oui, et c'est vraiment une question de temporalité finalement. Je pense que vous pouvez, nous aider en tant que professionnels. Alors je pense, surtout aux structures qui n'ont absolument pas ni l'expertise, santé, ni l'expertise, encore moins addicto, Mm, qui pour le coup souhaiteraient tout simplement, «déléguer» entre guillemets mm, mm, cet accompagnement, cette prise en charge-là. Et en effet, quand on est bloqué par ne serait-ce que le consentement du patient à pouvoir vous orienter, sa situation, mm. c'est là que c'est compliqué pour les professionnels. Donc, ce que j'entends dans ta réponse, c'est qu'on ne se restreint pas toutefois à quand même vous appeler pour Ah à oui, minima avoir un appui en tant que professionnel et exactement. accepter peut-être le délai aussi, Mm, voilà, des personnes à vivre, à exactement. côté, voilà, avec cette addiction et comment la gérer au mieux. Parce que tu parlais aussi des formations, que vous dispensez. Sur l'approche finalement de la réduction des risques, ça rejoint ce que tu nous disais tout à l'heure, réduction des risques versus, abstinence où avant on était peut-être beaucoup dans cette approche-là où, voilà, il fallait, complètement arrêter, donc avec des substituts et cetera et puis aujourd'hui, il y a peut-être une autre approche. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai pas compris ta question, je suis désolée, Barbara. Pardon. Sur l'approche qu'on a aujourd'hui, avant, Ouais, c'est vrai en tout cas médicalement parlant, ouais, ouais. il était davantage, prôné alors tu m'arrêtes, hein, je dis peut-être, Mm. complètement des bêtises, mais plutôt, voilà, une réduction totale, un sevrage total. Voilà, on parlait de Sevrage, sevrage. oui, oui, On oui, parlait de sevrage. oui, Aujourd'hui, on parle plus de réduction des risques. oui. C'est Tu veux que ça. je te parle de la réduction des risques? Oui, oui. Eh bien, je vais essayer de vous illustrer ça avec un exemple très concret qui peut vous parler. Je pense à la consommation d'alcool, parce que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Le patient alcoolodépendant, alors plusieurs exemples. Le patient alcoolodépendant qui a rendez-vous avec l'assistante sociale du service social X ou Y. On sait par exemple que c'est des patients qu'il ne faut pas convoquer le matin, parce que l'alcool, c'est un produit qui fatigue. Et donc le matin, ben, ils viennent pas parce qu'ils dorment. Donc ça, déjà, ça permet aussi enfin, si votre patient il est alcoolodépendant et que vous mettez son rendez-vous à 9 heures du matin, c'est trop compliqué. Donc c'est plutôt des patients qu'on va essayer de voir en fin de matinée. Pas trop en début d'après-midi parce que la consommation d'alcool aura déjà commencé et la personne sera probablement en état d'ébriété qui fera que la discussion ne sera plus possible. Donc la fin de matinée pour donner un rendez-vous aux patients alcoolodépendants, c'est pertinent. Ensuite, je vais prendre un autre exemple. Sur ces patients, ils vont eux-mêmes avoir des consommations qui sont très désorganisées. Donc, il faut savoir que les patients, ils sont dans l'auto-stigmatisation. Donc, pour la plupart, hein, ils se pensent complètement perdus. Ils essayent quotidiennement d'arrêter de se battre avec leurs démons. Ils essayent de se dire il faut que ça change, etc. Donc, eux-mêmes vont se mettre dans des situations de stress en décalant le début des consommations. Donc, par exemple, ils vont se dire, bah non, on ne boit pas d'alcool le matin, c'est connu, on ne boit pas d'alcool le matin. Il faut pas. Donc, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre, sauf qu'ils vont se retrouver en état de manque sur les coups de midi. Et là, ils vont boire massivement. Donc, ils vont être en état d'ivresse. Donc, ce qu'on peut proposer dans ce cas-là, c'est de réorganiser la consommation d'alcool pour atteindre tout au long de la journée ce qu'on appelle une consommation de confort. Donc la personne, au lieu d'avoir une dose d'alcool massive plusieurs fois par jour, elle va avoir une dose d'alcool sirotée tout au long de la journée. Et ce sirotage d'alcool, ça permet d'abord physiologiquement d'être d'être confortable, donc de ne pas être en manque, de ne pas avoir les tremblements, de ne pas avoir les suées, voilà. Et puis ça permet à la personne aussi de calmer son anxiété, parce que souvent les alcoolodépendants sont des grands anxieux, hein. Et ça permet aussi d'avoir l'effet anxiolytique de l'alcool et donc de pouvoir avoir des interactions sociales. Et donc pour réorganiser cette consommation d'alcool, donc soit on a un patient qui est autonome et on arrive à lui faire organiser sa consommation d'alcool toute la journée, dans ce cas-là, tant mieux. Soit on est intervenant à domicile et le patient a perdu toute autonomie. Et dans ce cas-là, on va essayer d'organiser, de préparer les verres
et d'organiser des temps de consommation des verres d'alcool pour que la personne ne se rue pas euh, sur un temps très court sur l'alcool. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Tout à fait clair et je pense qu'effectivement, ça illustre parfaitement bien, parfois même, enfin, je pense que c'est assez parlant comme approche. Ça peut peut-être nous déstabiliser dans nos schémas habituels. Donc voilà, Mhm. c'est très intéressant que tu puisses nous le présenter de cette manière. Euh, une question me vient aussi, une fois que voilà, je suis agent au CCAS ou bien employeur, voire médecin du travail, et je me rends compte que, voilà, que la personne en face de moi souffre d'une consommation excessive d'alcool ou autre substance. Euh, je lui parle d'Arca Sud, la personne est d'accord, Mhm. joie. On vous l'oriente. Est-ce que tu peux nous décrire très concrètement toutes les étapes qui vont suivre notre orientation? Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous la contactez? Est-ce que vous la rencontrez? Est-ce qu'il y a des rendez-vous réguliers qui sont faits? Combien de temps? Qu'est-ce qui est abordé? Voilà, dis-nous tout, s'il te plaît, Gaëlle. Alors, tout est possible. Donc, d'abord, la personne, soit elle donne son accord à être orientée sur Arca Sud. Le professionnel qui nous la signale peut nous transmettre ses coordonnées et on l'appelle, si c'est plus simple pour elle. Ou la personne, le professionnel qui nous la signale, lui donne nos coordonnées et la personne nous contacte. Les deux sont possibles. Ça, il n'y a pas de problème. Au bout du fil, donc il y a un numéro unique, donc le 04 88 926 888. Il faut taper son département, parce que comme je vous disais, on est sur les 6 départements, donc la personne tape son département. Au bout du fil, elle va tomber directement sur une équipe de professionnels de santé. Moi, dans mon département, dans mon équipe, j'ai 3 infirmières et une pharmacienne qui vont pouvoir accueillir la personne et accueillir sa problématique. Donc, il va y avoir une évaluation globale qui est faite sur les consommations, sur sa situation sociale, sur son expérience du parcours de santé. Donc, qu'est-ce qui a déjà été tenté? Quels professionnels ont déjà été vus? Pourquoi ça n'a pas marché? Des fois, il y a eu des résultats aussi qui ont très, très bien fonctionné. Qu'est-ce qui a fait que ça fonctionnait bien, etc. Donc, il va y avoir toute cette évaluation. Ensuite, on va se fixer des objectifs. Donc, il va y avoir peut-être des orientations. Donc, en fonction de l'évaluation qui aura été faite, soit la personne, elle relève d'un dispositif spécialisé, et dans ce cas-là, on va l'orienter et on va l'accompagner dans cette orientation. C'est-à-dire que, on va s'assurer qu'elle ait bien un rendez-vous tel jour, à telle heure, qu'elle a bien compris ce qu'elle pouvait attendre de ce rendez-vous, etc. Soit on va travailler donc justement sur la constitution de l'équipe de soins. Donc, on va s'assurer qu'il y a un médecin traitant parce que la base, ça va toujours être de bilanter la personne. Tu prenais l'exemple de l'alcool, donc on va faire un bilan hépato, on va faire un bilan sérologique, hein, parce qu'il y a énormément de prise de risque chez les patients consommateurs d'alcool, prise de risque sexuelle notamment, donc un bilan complet en sérologique. On va s'assurer que son poste de travail est compatible avec sa consommation. On va déjà lui proposer des pistes euh, de reprise de contrôle de sa consommation. Par exemple, si la personne elle boit de l'alcool fort, on va essayer de passer sur des alcools moins forts, type bière, vin. Comme je te disais tout à l'heure, donc réorganiser la consommation d'alcool sur la journée pour tenir sur des interactions sociales qui sont nécessaires. Donc voilà, donc on va fixer ses objectifs et on va régulièrement être en contact téléphonique avec la personne pour voir comment elle avance sur ces objectifs-là. Si elle avance pas, on va refaire une évaluation parce que c'est qu'on se sera planté sur le besoin de la personne ou c'est que la personne aura voulu nous signifier un besoin qui finalement n'est pas celui-là. Donc on va avancer un petit peu comme ça. J'avais un super exemple en tête là que j'ai zappé, que je n'ai plus. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, tu me parlais de la VAD. La VAD, donc la visite à domicile, elle n'est pas systématique. On l'a fait, nous, pour des patients qui alors, sont compliants aux soins. Un patient qui n'est pas compliant aux soins, on n'ira pas à domicile. Mais un patient qui fait une demande d'accès aux soins, mais qui est empêché par une paranoïa trop forte. Donc le téléphone, c'est compliqué. Qui a des barrières cognitives, des freins cognitifs.
qui est très mal à l'aise avec le téléphone, barrière de la langue, etc. Donc là, on peut faire une visite à domicile. On la fera jamais tout seul. On la fera toujours avec un professionnel référent de la situation, des IDEL, des infirmiers libéraux, de services d'aide à domicile, etc., etc. On n'ira jamais, nous, tout seuls, au domicile du patient. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait. Merci beaucoup. Et on essaiera aussi toujours de revenir vers la personne qui nous a signalé l'usager pour lui dire bah, ce qu'il en est, ce qu'on a proposé et comment on avance. Puisque la personne qui nous l'a signalé, on considère qu'elle fait déjà partie de l'équipe de soins. Donc, on va déjà l'impliquer dans cette coordination pour lui dire, bah, voilà, on a pensé ça, ça et ça, on a orienté monsieur ou madame à tel endroit et on attend que ça avance pour que le professionnel qui nous a fait ce premier signalement puisse aussi se saisir des orientations et les reprendre avec le patient. D'accord. Je ne lis toujours pas de questions dans le chat. Écoute, je pense que tout est très clair. Peut-être, voilà, si une dernière, enfin, quelques personnes souhaitent prendre directement la parole, n'hésitez pas. En attendant, je voudrais juste revenir sur le catalogue des formations. Est-ce que, je crois que tu as affiché tout à l'heure le lien du site internet où Oui, j'ai, oui, oui, hein? oui, 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 Voilà. oui. Hop, arcasud.fr. Super. Donc, en se mettant dessus, on voit toutes vos formations, les dates et les moyens pour Oui, s'inscrire, c'est ça? oui. Et tu Alors, nous disais, voilà, il faut aller, je crois que c'est dans boîte à outils. Alors, notre site, on a essayé de le faire le plus simple possible et à chaque fois qu'on fait trop simple, on en arrive à des choses qui sont pas intuitives. Donc, les formations, elles sont dans boîte à outils. Donc, il y a toutes les formations que l'on propose. Donc, comme je vous disais, celles qui sont gratuites et financées en ce moment, c'est prescription des traitements de substitution nicotinique, repérage précoce et intervention brève et entretien motivationnel. On organise des sessions régulièrement sur lesquelles tout le monde peut s'inscrire et on les organise également à la carte. Donc, vous pouvez, par exemple, sur le territoire, nous dire, bah là, on est une dizaine de professionnels et on voudrait bénéficier d'une formation comme ci ou comme ça. Donc là, on l'organise spécifiquement pour vous. Et après, on fait aussi des formations à la carte, mais qui là seront payantes. Mais une structure peut nous dire, bah, nous, on aimerait une formation à la réduction des risques et des dommages, ou on aimerait une sensibilisation à la dicto, etc., etc. Et là, on l'organise spécifiquement pour vous. C'est 1 000 € la journée. très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et toutes ces informations, Anne-Gaëlle. Eh bien, je crois que nous n'avons pas de questions. Si toutefois vous souhaitiez, quand même poser une question ou alors faire un retour d'expérience, il est encore temps de le faire. Et sinon, bah, voilà, vous avez les coordonnées d'Anne-Gaëlle, et de plus largement d'Arca Sud qui s'affichent, à l'écran avec le numéro de téléphone. Peut-être nous dire juste sur la plage horaire sur laquelle, vous contactez? 9h-17h du lundi au vendredi. Voilà, donc n'essayez pas le week-end, ça sera pas la peine. Non. Voilà. Pour le Heu, week-end, il y a Drogue Info Service ah, qui accueille les usagers de 8h le matin à 2h du matin. Donc, Drogue Info Service, c'est un super relais pour les usagers qui se sentent isolés, qui ont des pulsions d'angoisse, etc., et qui ont besoin de parler. Drogue Info Service, c'est super. bah, j'ai bien fait de faire ma blague du coup. Effectivement, c'est très bien et je on vous remettra les coordonnées dans le compte rendu de ce rendez-vous pro. Alors, bah, écoutez, s'il y a pas plus de questions, enfin pas de questions supplémentaires, on va pouvoir, te libérer Anne-Gaëlle, mais je vous retiens encore, vous qui avez tous participé. Ah si, une question, ouh là là, au dernier moment. Est-ce que vous proposez des formations pour aborder les consommations à risque avec les personnes accompagnées? Oui, bien sûr. Alors, aborder les consommations à risque, c'est le repérage précoce et l'intervention brève. Donc ça, c'est le RPIB. Donc, il ne faut pas hésiter, elles sont gratuites en ce moment. Le RPIB, c'est une technique d'entretien à l'initiative du professionnel pour justement aborder les consommations. Donc ça répondra tout à fait, je pense, à votre demande.